Mardi 8 novembre 2016, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Le mariage nécessite des examens prénuptiaux, mais de nombreux concitoyens n'y taillent pas d'importance. Quels sont ces examens et que signifient-ils? Vous aurez les précisions dans cette édition. Des opérations de contrôle anti-pollution démarrent cette semaine. Il s'agit des contrôles de réglage des moteurs et de pots d'échappement. Vous aurez quelques précisions avec Corneille Aïssé. Visite ce lundi à Abidjan du président centrafricain Faustin Archange Touadéra en Côte d'Ivoire pour rassurer son homologue Ouattara sur la sécurité dans son pays et attirer les donateurs et bailleurs de fonds. Nous en parlerons en interactualité. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en partenariat avec le gouvernement béninois, organise un séminaire sur les pollutions publiques de jeunesse et les politiques plutôt publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent chez les jeunes. Le dit atelier a démarré ce lundi et prendra fin ce jour 8 novembre 2016. Une vingtaine de pays africains y participent. Le point de la cérémonie avec Laurent Tonneikes, Freddy Loris Davor et Denis Marouya. L'Organisation internationale de la francophonie s'engage dans le renforcement des politiques publiques de la jeunesse et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent chez les jeunes. Elle organise à cet effet, du 7 au 8 novembre 2016, dans un hôtel de Cotonou, un séminaire en partenariat avec le gouvernement du Bénin. Les travaux ont été lancés par le ministre Olzad Omeki. Le Bénin est un pays dont le potentiel en termes de réflexion stratégique est énorme. Et j'en veux pour preuve la qualité de la jeunesse béninoise qui, en dépit de la proximité avec un grand pays où l'extrémisme et la radicalisation ont déjà commencé à faire des dégâts, continue de rester en dehors de tout ce qui est lié au terrorisme. Ceci fait notre fierté, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Je voudrais remercier l'OIF d'avoir porté son choix sur le Bénin pour accueillir ce séminaire important et dire à quel point je suis heureux et fier de procéder à cette cérémonie d'ouverture au nom du gouvernement du Bénin. Ce séminaire connaît la participation des cadres des ministères de la jeunesse d'une vingtaine de pays africains, dont le Burkina Faso, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la République centrafricaine, le Niger et le Sénégal. L'objectif de ce séminaire est de réfléchir sur la problématique de la radicalisation. Les travaux de ce séminaire ont pour objet donc de susciter la réflexion sur la question, de mettre en avant des pratiques jugées exemplaires qui ont eu lieu à gauche et à droite, et également de nous projeter sur les actions convergentes que nous pourrons mener ensemble à travers nos gouvernements, nos structures ministérielles, pour que la question de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans l'espace francophone soit jugulée, sinon vaincue. Cette activité s'inscrit dans le sens de l'initiative lancée par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, intitulée « Libre ensemble », un appel adressé aux millions de jeunes des 5 continents en vue de construire et de penser l'avenir ensemble dans un monde où la tentation du repli sur soi, le rejet de l'autre et l'intolérance culturelle, sociale et religieuse ont tendance à progresser. Des opérations de contrôle anti-pollution démarrent cette semaine, je l'annonçais en titre. Il s'agit des contrôles de réglage des moteurs et de pots d'échappement. L'objectif est de limiter la pollution de l'air par les fumées de moteurs responsables en partie du réchauffement climatique. Voici les précisions dans ce reportage de Corneille Aïssé. La pollution de l'air par les gaz d'échappement aggrave les effets du réchauffement climatique au Bénin. La fumée dégagée par les pots d'échappement renferme des quantités importantes de monoxyde de carbone, du dioxyde d'azote et des particules d'hydrogène qui se concentrent dans l'atmosphère, dégradant ainsi la qualité de l'air respiré, surtout à Cotonou, le plus grand centre urbain du pays. La pollution atmosphérique, généralement, c'est la pollution atmosphérique due au transport. Et c'est ça qui est la partie la plus importante de cette pollution atmosphérique. Donc, il serait important que chacun de nous
nous fassions un effort au moins pour l'entretien et la maintenance de nos moyens de déplacement. Une étude réalisée en 2013 dans les plus grandes villes du Bénin, à savoir Cotonou, Porto-Novo et Parakou, sur le taux d'émission du monoxyde de carbone et des hydrocarbures révèle que sur plus de 14 000 véhicules contrôlés, 54,5% sont pollueurs. Face à cette situation, les autorités béninoises ont pris plusieurs dispositions. Vous avez une moto à 4 ans aujourd'hui, le gouvernement ne perçoit rien comme taxe en ce qui concerne ces motos pour encourager nos compatriotes, nos citoyens à avoir des motos à 4 ans. En dehors de ces motos à 4 temps, nous avons pris des mesures en ce qui concerne les véhicules à peau catalytique. Vous ne pouvez pas importer au Bénin des véhicules qui ne sont pas munis de peau catalytique. En dehors des véhicules à peau catalytique, le gouvernement a pris d'autres mesures. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas importer depuis 2003 des véhicules qui ont plus de 10 ans si c'est des légers et qui ont plus de 13 ans si c'est des poids lourds. Malgré ces mesures et toutes les sensibilisations, les fumées de moteurs continuent de polluer l'air au Bénin avec beaucoup de risques sur la santé de la population. D'où la prise des mesures coercitives par des opérations de contrôle et réglage qui démarrent ce mois de novembre. Cette pollution atmosphérique crée beaucoup de dommages à la santé des populations que nous sommes et à l'environnement aussi. Et pour ce faire, et comme la loi exige le contrôle, exige même des punitions par rapport à ça, et comme nul n'est censé ignorer la loi, alors il faut appliquer les tests pour que nous puissions, n'est-ce pas, respirer de l'air pur. La loi prévoit que si vous avez une moto, donc 2 roues ou 3 roues, donc il s'agit des cylindres supérieurs à 100 mètres cubes, inférieurs à 100 mètres cubes et supérieurs à 100 mètres cubes, donc 2 roues et 3 roues, vous payez 10 000 francs. Quand vous êtes dans un véhicule léger, personnel, vous êtes à 20 000 francs. Quand vous êtes taxi, vous êtes à 25 000 francs et pour les poids lourds, vous êtes à 35 000 francs. Combattre la pollution de l'air, c'est contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, un problème environnemental d'ordre mondial. Parlons à présent des examens prénuptiaux, choses auxquelles nombre de Béninois ne sont pas vraiment habitués avant le mariage qui est un rêve d'adolescent ou de jeune homme. Le mariage est finalement une institution dont la fondation nécessite des préalables comme les examens prénuptiaux. Mais quels sont ces examens et que signifient-ils et quels sont leurs impacts sur le mariage? Élément de réponse avec Fréjus Serron. Groupage sanguin, facteur Rhésus, sérologie chlamydier, ce sont entre autres quelques examens prénuptiaux auxquels sont généralement soumises les personnes désireuses de convoler en juste noces. Une exigence du législateur est inscrite dans l'article 127 du Code des personnes et de la famille. Mais la liste des tests médicaux prénuptiaux n'est pas exhaustive et sa composition est laissée à la discrétion du médecin. Le dépistage de la syphilis, par exemple, qui est une maladie qui auparavant était une maladie assez grave et qui était contagieuse. Cet examen est conseillé et lorsque l'un des conjoints est atteint, on peut le traiter. Le traitement est assez simple et accessible. Voilà. À part la syphilis, il y a les maladies virales telles que l'hépatite B, l'hépatite C, qui sont également à dépister chez les conjoints, puisqu'il y a des mesures préventives. Les demandes d'analyse faites, elles seront confiées à un laborantin. C'est ici que nous découvrirons le processus de leur réalisation. Nous sommes à Décombré dans un laboratoire d'analyse biomédicale qui a accepté de nous les révéler. Pour le spermogramme, nous déposons la lame sur la platine, nous faisons la mise au point et le biologiste qui est chargé de faire l'examen voit si entre-temps il y a la présence des spermatozoïdes dans l'échantillon. Quel type de spermatozoïdes? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que c'est des spermatozoïdes avec des malformations? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils peuvent féconder un ovule? les durées des examens prénuptiaux varient d'une analyse à une autre. Au bout d'une semaine pour les plus longues, les résultats sont mis à la disposition du médecin pour un but précis. C'est un but d'abord de dépistage de ces infections, de traitement, parce que certaines maladies sont curables
Et ensuite, quand vous pensez à votre descendance, dans le cadre de la drépanocytose, vous savez que il y a des mesures préventives. Si vous êtes AS, votre conjointe est AS, il faut savoir que il y a une mesure préventive. Si nous nous mettons ensemble, il y a probabilité, il y a risque d'avoir des enfants drépanocytaires. Or, vous pouvez en amont éviter ça sur le plan médical. Autant les examens prénuptiaux renforcent les liens des personnes engagées dans un processus de mariage, autant ils peuvent entraîner leur rupture. J'ai connu 2 couples chez qui nous avons, après la réalisation de l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous avons découvert qu'ils étaient porteurs de traits. Mais la sensibilisation, tous les conseils que nous avons apportés par rapport au risque d'avoir un enfant drépanocytaire n'a pas modifié leur entrain. Bon, ils se sont engagés et puis ils se sont mariés. L'un d'entre eux a malheureusement, au cours de la première grossesse, eu un enfant qui était drépanocytaire. Certains arrivent quand même à surmonter cet amour idyllique et se disent, bon, il vaut mieux se séparer et pour ne pas avoir à vivre un cauchemar par la suite. Il ne tient alors qu'à chaque couple de faire un choix judicieux en la matière. En interactualité, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est en visite ce lundi à Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire pour rassurer son homologue Ouattara sur la sécurité dans son pays et attirer les donateurs et bailleurs de fonds. Il a également rencontré les dirigeants de la Banque africaine de développement BAD pour leur présenter un programme intégré afin de relever les chaos économiques causés par une longue série de massacres communautaires après le renversement en 2013 de François Bozizé. Suivons ici un extrait de déclaration des 2 présidents. La crise que la Centrafricaine a connue et qu'on a voulu transformer en une crise confessionnelle est d'abord un problème de sous-développement. Et donc, avec, disons, l'apport de certains partenaires, ça pourrait nous aider à régler, disons, ce problème, à aider aussi au relèvement du peuple centrafricain. La France a décidé de retirer donc la Sangaris, mais nous a rassuré que 200 à 350 hommes resteraient en Centrafrique, qui appuierait donc la MINUSCA. La République centrafricaine sort d'une crise sérieuse. Nous suivons l'actualité. Nous-mêmes, nous avons connu une crise pendant de nombreuses années. Et donc, ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Le Sierra Leone a commémoré après 3 minutes de silence la fin de l'épidémie d'Ebola déclarée il y a 1 an dans les 3 pays les plus durement touchés par la crise de l'Ebola. Guinée, Libéria et Sierra Leone. De nouveaux cas sont apparus après la déclaration de fin de l'épidémie. Suivons cet extrait pour mieux nous en convaincre. As we restored basic health services, alors que nous avons restauré les services de santé et gardé le nombre de cas d'Ebola à 0, nous avons pris les mesures pour créer un filet de protection pour les plus vulnérables de la société, y compris les survivants d'Ebola. Nous avons également alloué des ressources au secteur des affaires, débutant le processus pour redémarrer ce moteur indispensable à la croissance économique. Une évaluation indépendante a montré que la première phase de notre programme de reprise a été un grand succès. Aujourd'hui, alors que nous nous arrêtons à nouveau pour nous souvenir des milliers de Sierra-Léonais qui ont perdu la vie à cause d'Ebola, nous devons aussi nous souvenir du sentiment d'unité nationale que nous avons découvert au cours de cette période. Au Sud-Soudan, au moins 13 morts ont été enregistrés lors d'une fusillade survenue samedi dans un bar à Juba. L'annonce a été faite ce lundi par la police qui précise que cette fusillade a eu lieu dans un bar pendant la retransmission d'un match du championnat anglais de football. Ibrahim Ourounam pour le commentaire. C'est dans un quartier pauvre dans la périphérie sud-ouest de Juba que la fusillade s'est produite vers 21 h. Son auteur, un homme furieux et visiblement ivre. Les témoins décrivent la scène.
Il y a des coups de feu. Je me suis mis au sol. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Des gens tentaient de sortir en courant. Je me suis levé, mais je ne trouvais personne. J'ai vu des gens par terre, peut-être 6 personnes. J'étais la 7e. Je suis sorti et j'ai marché sur quelqu'un. Il n'a pas bougé. Quand il n'a pas réagi, je savais qu'on lui avait tiré dessus. Je suis sorti et j'ai vu d'autres personnes au sol. Il y a déjà eu des problèmes avec le générateur par le passé. J'ai vu quelqu'un au sol devant la porte. J'ai couru vers les kiosques là-bas et j'ai vu quelqu'un d'autre gisant au sol. Selon les informations données par la police et recueillies par l'AFP et l'agence France Presse, l'homme aurait été empêché d'entrer dans le bar par le gérant pour n'avoir pas payé le droit d'entrée. La vérité, c'est qu'il est arrivé derrière le club et a ouvert le feu sur les gens qui regardaient le foot. Il a tué 7 personnes du coup, puis nous avons emmené les autres à l'hôpital où le nombre de victimes est passé à 11. Il y a 8 blessés. Nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé. L'homme est parvenu à s'enfuir, mais une enquête conduite par la police est actuellement en cours pour le retrouver. Nos agents de sécurité et l'armée sont à la recherche de ce criminel. Ce qu'il a fait est inadmissible et on ne va pas le laisser s'échapper. Nous devons retrouver ce criminel pour l'amener devant la justice et que nos citoyens sachent que le gouvernement travaille dur. On ne restera pas les bras croisés. On va retrouver ce criminel qui a fait ça. Depuis le début de la guerre civile il y a 3 ans, l'insécurité dans la capitale sud-soudanaise s'est accentuée. Milices armées et gangs criminels sont toujours présents dans la ville. La 22e conférence climatique de l'ONU s'est ouverte ce lundi à Marrakech et vous le savez, les États du monde se sont réunis pour s'accorder sur l'application de l'accord de Paris pour ces premiers jours. Les quelques 15 000 participants à la conférence annuelle de l'ONU, négociateurs, élus, scientifiques, ONG, entreprises, devraient avoir largement l'esprit outre-Atlantique où se joue la présidentielle américaine. C'est Ségolène Royal, ministre français de l'Environnement chargé des relations internationales sur le climat qui a donné le top à cette conférence qui s'achèvera le 18 novembre prochain. Suivons un extrait de ses propos lors de la première journée de la dite conférence et celui de la ministre marocaine de l'Environnement. Les pays les plus riches vivent comme s'il y avait 3 planètes. Les pays les plus pauvres comme s'il n'y en avait déjà plus. Alors je demande une nouvelle fois de la justice climatique et en particulier pour l'Afrique. C'est le grand défi de la COP22. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement climatique, 36 se situent en Afrique subsaharienne. D'ici 2050, la population sur ce continent va doubler et atteindre plus de 2 milliards d'habitants. Une course contre la montre est désormais engagée. Nous sommes en train de construire un processus. C'est un processus qui est forcément long, qui va demander du temps, du courage, de la patience et surtout beaucoup de solidarité au niveau mondial. Nous sommes en train d'enclencher une transformation globale de tout le mode d'industrialisation, de consommation qui nous interpelle sur le changement des pratiques au quotidien du citoyen. Allons aux États-Unis où ce 8 novembre, les électeurs américains qui n'ont pas voté par anticipation seront aux urnes. À moins de 5 heures de l'ouverture officielle des bureaux de vote, Hillary Clinton et Donald Trump ont achevé ce lundi une très longue campagne, des milliers de kilomètres parcourus, des dizaines de millions de dollars dépensés et des centaines d'heures de discours prononcés. Dans son périple, Donald Trump a affirmé ce lundi, à la veille donc du scrutin de la présidentielle, que sa victoire marquerait la fin de l'établissement corrompu de Washington lors d'une réunion électorale à Sarasota, en Floride. Mon contrat avec l'électeur américain commence par un plan pour mettre fin à la corruption du gouvernement et pour arracher notre pays et l'arracher vite à ces groupes de pression que je connais si bien, a-t-il lancé, affirmant que son adversaire Hillary Clinton était protégé par un système
totalement biaisée. Quant à Hillary Clinton, elle a effectué ce lundi sa dernière journée de campagne avant le vote, bien sûr ce jour, au départ d'un dernier périple de 3300 km qu'il avait emmené jusqu'au milieu de la nuit dernière. Elle est arrivée tout sourire à l'aéroport régional de Westchester en pleine conversation sur son smartphone avec sa petite fille de 2 ans. Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne chance aux 2 candidats en lice. En Turquie, le principal parti pro-kurde de Turquie a annoncé dimanche qu'il cessait toute activité au Parlement après l'arrestation vendredi de 9 de ses députés, dont ses 2 coprésidents, tandis qu'Ankara a convoqué les ambassadeurs européens après les critiques européennes sur ces arrestations. Ils sont quelques dizaines à poser des cendres dans la rue ce dimanche matin pour défendre le pluralisme turc. À Diyarbakır, capitale kurde de Turquie, cela fait 2 jours que la colère couve. Les 2 coprésidents du principal parti pro-kurde, Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, ont été arrêtés vendredi par les autorités avec 7 autres députés. Le parti a riposté en boycottant le Parlement. En Turquie, il n'y a plus de démocratie. Si vous souhaitez toujours voir la Turquie comme un allié, il va falloir être plus virulent dans la contestation de ce qu'est en train de nous faire la Turquie. Troisième force politique de Turquie, le HDP, parti pro-kurde, situé à gauche de l'échiquier politique, compte, ou plutôt comptait, 59 députés. Selon le pouvoir, ce parti est accusé d'être la vitrine politique des combattants armés du PKK, ce que le HDP a toujours nié. De sa cellule, le coprésident du parti appelle ses soutiens à ne pas baisser les bras. Quelles que soient les conditions, là où nous nous trouvons, nous continuerons à être la lumière pour que notre peuple puisse vivre en paix et en liberté. Chacun doit être en mission pour la démocratie et doit travailler pour lutter contre ces sombres décisions. Tout soutien au HDP est considéré comme suspect. Les manifestations qui dénoncent la mainmise du pouvoir sur un parti d'opposition démocratiquement élu ne sont pas autorisées. Les députés qui ne sont pas arrêtés iront, c'est leur mot, à la rencontre de leurs électeurs pour continuer la lutte dans la rue. Les dirigeants chypriotes, turcs et grecs se sont réunis ce lundi pour des pourparlers décisifs visant à mettre fin à 42 ans de division sur l'île méditerranéenne Morphou, une ville au milieu des vergers au cœur des négociations. Suivez plutôt. Pleine de souvenirs, cette maison est celle de la famille Kandoulou depuis plus de 40 ans. Mais avant, elle appartenait à des Chypriotes grecs qui ont fui vers le sud de l'île lors de l'invasion turque en 1974. La famille Kandoulou s'est vue donner cette terre au milieu des orangers par les autorités chypriotes turques et elle ne s'imagine pas la quitter. Ce n'est pas simple. Peut-être que c'est très difficile pour les Chypriotes grecs, mais la meilleure façon de régler cela, c'est avec des compensations. Je sais qu'ils ont des propriétés, ils ne devraient pas perdre de l'argent. Mais nous avons aussi des propriétés au sud. Ce ne sont pas seulement eux qui ont perdu leur maison, ce n'est pas comme ça. Habité par des Chypriotes turcs depuis 1975, Morphou est aujourd'hui au cœur des négociations en Suisse sur la réunification. Beaucoup de Chypriotes grecs veulent récupérer leurs propriétés dans la ville, mais les ONG représentant les Chypriotes turcs ne veulent pas de solution qui les obligerait à quitter leur maison. Tout notre combat, c'est que Morphou ne soit pas rendu lors des négociations. Après leur départ, les Chypriotes grecs ont continué à gérer un conseil municipal en exil dans la capitale Nicosie. Et Ourania Pelleti, elle-même originaire de Morphou, assure qu'on lui a promis que la ville ferait partie de la solution. Le président a assuré le conseil et le maire qu'il ne peut pas y avoir de solution sans Morphou. J'espère que cette déclaration est toujours valide. J'espère que Morphou sera rendu. J'espère que d'autres régions seront aussi rendues pour que beaucoup de gens puissent rentrer.
other areas will be returned so that many people can go back. Des deux côtés, Morphou est devenu une ligne rouge dans les négociations, faisant craindre que cette petite ville agricole devienne un obstacle central à la réunification de l'île, attendue depuis plus de 40 ans. Une note humoristique avant de clôturer cette édition. Au Royaume-Uni, le Brexit est devenu un sujet récurrent chez les humoristes. La satire politique britannique vit ses meilleures heures grâce à l'aubaine que constitue le Brexit avec ses protagonistes hauts en couleur et la nécessité d'en rire. On pourrait croire que le Brexit n'est pas un sujet qui fait rire les Britanniques. Et pourtant... Ici, on a souvent l'impression qu'on nous demande de choisir entre deux options pourries. C'est un peu comme si, au moment de vous noyer, on vous demande si vous préféreriez de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Jeff Norcott est l'un des rares humoristes anglais à admettre avoir voté pour quitter l'Union européenne. Une prise de position risquée sur un sujet qui divise profondément le pays, et donc aussi les spectateurs. Beaucoup de mes amis disaient « Merci les gars d'avoir voté pour partir et de nous offrir un futur sans argent ni droits de l'homme. » Non mais sérieusement, on ne fait que quitter l'UE. C'est pas comme si on rejoignait la Corée du Nord. Calmons-nous. Mais je trouve que c'est toute cette hystérie qui est amusante. Tous les humoristes ne partagent pas son avis. Mitch Benn, lui, ne décolère toujours pas. Brexit, ça veut dire Brexit. Ça ne veut rien dire. Brexit, c'est un mot qui n'est même pas vieux de 12 mois et personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. C'est un néologisme un peu vague et dire Brexit, ça veut dire Brexit, ça n'a pas de sens. C'est comme dire Argulfop, ça veut dire Argulfop. C'est un mot que vous venez d'inventer et vous dites que ça veut dire ce que c'est censé vouloir dire. Entre la chute de la livre et les débats sur l'immigration, le Brexit a donné du grain à moudre aux humoristes. Dans cette période d'incertitude, le célèbre humour britannique reste encore une fois le meilleur échappatoire. Le Brexit a créé beaucoup de tensions, que ce soit entre les différentes communautés ou sur la scène politique. Je pense que l'humour permet d'apaiser un peu tout ça et montrer l'absurdité de certains arguments dans les deux camps. Et comme ça, on rit tous ensemble, même si on n'est pas d'accord sur le résultat du référendum. Pour ou contre, chacun des deux camps attend désormais de savoir qui rira le dernier. C'est ici que se referme cette édition réalisée par Moïse Patinvo. Didier Guédou était à la prise de son, Damien Pedro derrière les caméras. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes à table, bon appétit et bonne suite de nos programmes sur Eden TV.